quand tu scales ta boîte, tu scales aussi tes soucis. Mais complètement. Plus tu grossis et plus chaque décision a des conséquences importantes. Mais tu vois, le niveau de problème de personnes que peuvent avoir des CEO de scale-up de 500 personnes, c'est quand même la nuit, tu dois être bien équilibré pour dormir, quoi. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Crayon Business. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Thibaut Louis. Salut Thibaut. Salut. Ça fait très plaisir de te recevoir. Moi, je suis énormément tes posts sur LinkedIn et je pense que beaucoup ici le font aussi. J'ai vraiment envie de commencer tout de suite par une question parce que, en fait, tu es du coup solopreneur. En fait, c'est-à-dire que tu gères ton business tout seul et tu es ultra nomade digital, c'est-à-dire que tu bouges de différents endroits. Comment humainement on vit le fait de devoir porter un business, en plus plutôt un gros business tout seul? Ouais. Alors, déjà, la première chose à comprendre, c'est que en 5 ans ou 10 ans, tout s'est commoditisé de façon exponentielle. C'est-à-dire que ce que tu peux faire avec 10 heures de temps est probablement doublé ou triplé grâce à plein d'outils digitaux par rapport à, je pense, il y a 10 ans et il y a 20 ans, j'en parle même pas. Donc, en fait, moi, je délègue un peu. Donc, c'est aussi, je pense, la différence entre les freelances et les solopreneurs. C'est que les freelances, ils ont vocation à vendre leur temps. Et en fait, s'ils veulent passer à un modèle plutôt solopreneur, il faut, entre guillemets, qu'ils scale. C'est-à-dire qu'en fait, ils trouvent des moyens de garder leur temps et de maximiser leur unité, soit d'argent, soit de bien-être. Donc, je pense que là-dessus, il faut avoir une sorte de réflexion pour faire en sorte justement de déléguer. Donc, moi, je délègue. J'ai 2 assistants, un monteur et un assistant virtuel, donc un assistant administratif, etc. Et humainement, c'est aussi, il y a beaucoup de craintes sur les gens qui sont seuls parce qu'ils se disent si je tombe malade, si entre guillemets, mon business est en faillite ou que j'ai plus de clients, qu'est-ce que je fais pour continuer en fait à activer des leviers monétaires? Et là-dessus, je pense que pour s'éviter ce genre de frayeur, le but c'est de diversifier le nombre de canaux de monétisation et de ne pas faire juste un où tu vends ton temps, mais d'avoir des pistes où tu scales. Et tu vois, il y a plein de pistes. Ça peut être le course-based course, ça peut être des produits digitaux, mais avoir cette stratégie dès le début de diversifier ces actifs de ton entreprise. Je vois très bien. Et il y a une très grosse partie des revenus et des leads que tu génères qui sont grâce à LinkedIn. Comment, en fait, tu t'es rendu compte de l'opportunité que c'était LinkedIn et pourquoi encore aujourd'hui si peu de gens postent? Alors, donc l'opportunité, elle me vient d'un livre qui est un livre qui a complètement modifié ma façon de penser, en business, qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant de Eric Jorgensen, qui parle d'une théorie notamment sur le monopole personnel. Alors, ce serait très compliqué, on pourrait parler 4 heures là-dessus, mais en gros, il te dit que biologiquement et culturellement, l'être humain n'est pas fait pour s'exprimer en public. C'est-à-dire que si tu prends nos parents, nos grands-parents, mais on peut retourner jusqu'à la Grèce antique, etc., c'est toujours un oligopole qui s'exprimait parce que les gens n'avaient pas de levier pour s'exprimer. Il y avait cette idée du média, c'est-à-dire que tu devais avoir la permission, tu te faisais inviter. Tu vois, par la Grèce antique, c'est les tribuns du peuple qui s'exprimaient. Et les autres, les citoyens, ils devaient écouter, ils devaient voter à la limite, et tout le monde n'avait pas le droit de vote. Ensuite, si on va à nos grands-parents ou nos parents, c'était les journaux. Ensuite, il y a eu avec des rédacteurs en chef qui, en gros, décidaient de qui publie et qui publie pas dans leurs journaux, quoi. Exactement. Donc en fait, t'avais pas le droit, un droit d'assise, t'avais pas le droit un droit de parole, ou alors tu devais demander la permission. Et plus récemment, il y a eu la radio, la télé, les journaux papier, les journaux digitaux, et puis il y a eu la publicité aussi. Le fait d'être public, il fallait payer un droit d'achat média. Et en fait, la révolution de ces 10 dernières années, c'est le fait que tu peux t'exposer déjà sans levier de permission et gratuitement.
Et en fait, ces réseaux sociaux, à l'origine, on voyait ça plutôt comme Facebook. Donc en fait, c'est du peer-to-peer. C'était les gens qui parlaient à d'autres gens, mais dans des cercles restreints. Et on est passé de réseaux sociaux à des médias sociaux. En fait, chacun est devenu son propre médium. Et ça a commencé avec Twitter. Et en fait, la grande différence entre les personnes qui utilisent ça comme un levier pour leur business et les autres, c'est une question de courage. Parce que vu qu'on n'a pas le logiciel de s'exprimer parce que biologiquement, personne l'a fait. Ok, je vois. En fait, tout le monde, quand il s'exprime en public, et notamment sur Internet, se dit « Ah, mais il y a un problème. Ça va contre ma nature. Ça va contre ma culture. » En fait, On se sent en danger, en fait, quand on le fait. Complètement. En fait, tout le monde peut se dire « Ah, c'est moi. » En fait, s'exprimer en public, c'est pas moi. C'est pas que c'est pas toi individuellement. C'est qu'en tant que société, on nous a appris qu'il fallait demander la permission avant de parler. Et en fait, les personnes qui s'enlèvent, entre guillemets, de ce préconçu culturel et biologique, prennent la parole en public, prennent des risques, parce que c'est risqué de prendre la parole en public, le jugement, la haine, des gens qui vont être pas d'accord avec toi. Et si tu acceptes de prendre ce risque, entre guillemets, majeur pour les gens, tu récoltes les bénéfices. Et tant qu'une petite partie de ces personnes prend ces risques-là et récolte les bénéfices, bah, tu passes devant la compétition, devant des millions de personnes qui n'osent pas faire ça. Ouais, ok, je comprends très bien. Et donc, du coup, à quel moment t'as eu parce que du coup, il y a le fait d'avoir intellectuellement ce switch de je peux le faire, j'ai pas peur de le faire. Comment humainement ça s'intègre? On y va par petites touches ou on saute tout de suite dans le grand bain? Je pense que les deux. Sur la stratégie, il y a beaucoup de gens qui sont très... il y a ce qu'on appelle les procrastinateurs et les précrastinateurs. En fait, il y a des gens qui vont essayer de toujours tout préparer à fond, que ça soit parfait. Et en fait, en médias et en business, on sait que la majorité, quand tu lances un business, tu vas toujours against the odds. C'est-à-dire que ta probabilité de réussite est toujours minoritaire. Oui, sinon tu serais pas en train de lancer quelque chose, en fait. Exactement. Et du coup, en fait, c'est un peu la prime aux gens qui se lancent et on va dire presque qui agissent avant de réfléchir. Et ceux qui essaient de rendre ça tout parfait, ils se lancent rarement ou pas assez vite. Et en fait, en média, c'est la même chose que le produit, ce qu'on disait sur les startups, c'est l'itération. C'est qu'en fait, tu dois te lancer, pas pour trouver ton product market fit, mais pour trouver ton audience market fit, c'est-à-dire qu'est-ce qui va intéresser les gens, sur quoi tu vas avoir de la traction, tu vois, du like, des vues, de l'intérêt, et en quoi ça va se transformer en des opportunités business pour toi. Donc en fait, je pense que c'est les deux. Il y a une partie, bon allez, c'est bon, bas les couilles, j'y vais d'une fois. Et ensuite, il y a aussi ces petits pas d'itération. Moi, j'aime bien dire, en média, quand on lance dans le média, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des itérations successives vers quelque chose qui va t'amener, entre guillemets, à une audience market fit et à un service market fit. Et que tu vas te leverager ton audience vers ton business. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après, tu analyses un peu tout ce qui existe dans les posts que tu as fait et qui ont marché, et tu tries entre ceux qui ont fait de la visibilité, ceux qui ont bien converti, ceux qui ont permis que tu te fasses ajouter par les bonnes personnes. Donc en fait, c'est exactement comme si tu gérais une startup, mais en fait sur de la production de contenu, et là dans ce cas spécifique, LinkedIn en fait, plutôt que les autres. Ouais, alors j'aime bien Valentin Descartes, il a une expression que j'aime bien, c'est parce que tu vois là on parle de post LinkedIn, mais moi je conseille aux gens de toujours commencer avec un gros canal et d'avoir toujours un autre canal en backup. Donc par exemple LinkedIn c'est une bonne porte d'entrée pour moi, et ensuite il y a cette expression de Valentin Descartes qui est le monde, amener les gens dans notre monde. Et en fait c'est pour ça que j'ai aussi un podcast qui est un format beaucoup plus long, donc en fait je fais beaucoup moins de vues, mais les vues c'est des vues ultra quali, sur des podcasts 45 minutes, plus la newsletter, où en fait j'ai le droit, tu vois, une sorte de droit de message envers tu vois, les milliers de personnes sur la newsletter, où en fait je peux les contacter en direct sans avoir à passer par un algo qui peut être aléatoire ou autre. Donc en fait ce monde, le but c'est d'amener les gens sur ce monde-là. Et bien sûr, tu dois analyser aussi ce qu'on appelle en anglais les market signals. Tu dois regarder toutes les questions que les gens te posent, comprendre aussi ce qui fonctionne. Donc, ce qui fonctionne pour l'audience market fit, et ce qui convertit, service market fit. Et donc, tu dois être très curieux, poser les questions, tout bien analyser. Et en même temps, ne pas trop écouter, parce qu'il y a une sorte de côté où il faut aussi être toujours innovant sur ce que tu fais. Donc...
quand tu disais une startup, gérer une startup, gérer ce monde, ton monde, si tu veux que ça grossisse, tu peux en quelque sorte le gérer aussi comme une startup en hyper croissance. En fait, ce monde, le but est aussi de le scaler, tu vois. Je comprends très bien, oui. Donc du coup, de pouvoir déverser de plus en plus d'abonnés, développer de plus en plus de services et les passer à l'échelle. Mais du coup, c'est une question vraiment moi, qui m'a toujours un peu interloqué. C'est nous au Crayon, du coup, on a vraiment monté une boîte plutôt dans le modèle un peu des jeunes entreprises de ces dernières années. Donc, c'est-à-dire dès qu'on a le moindre argent, on recrute. Aujourd'hui, nous, on est un peu plus d'une douzaine dans l'équipe. Et dès qu'on développe de nouveaux marchés, on recrute encore plus. Qu'est-ce qui a fait que ça a créé tout un monde un peu plus alternatif, dont Antoine BM est moi le premier dont j'ai vraiment vu, on va dire, la démarche comme ça. On l'embrasse d'ailleurs. C'est comment en fait il y a eu cette différenciation entre les deux, entre ceux qui construisent de manière beaucoup plus sédentaire, un peu au même endroit, avec des associés, des salariés, et potentiellement, on va dire, des opportunités plus fixes, et justement ce monde un peu solopreneur, beaucoup plus de nomades digitaux. On avait reçu Ulysse d'ailleurs sur le sujet. Il y a moi qui vagabonde de partout et qui est à moitié à poil dans la jungle, dans une rivière, puis qui me retrouve à la montagne. Et puis, on est ravis de t'accueillir à Paris c'est... et à Lille. Quelle est la quête en fait de ces solopreneurs par rapport à ces start-upers, on va dire? Ouais, alors là, il y a deux, je pense qu'il y a deux verticales majeures, deux dimensions majeures. La première, c'est à quel point on va dire le temps de une personne peut avoir des répercussions et des conséquences énormes. En fait, on peut se scaler, c'est-à-dire on peut grossir notre unité de temps, c'est-à-dire que une heure de une personne, aujourd'hui, tu peux faire beaucoup plus de choses qu'il y a 20 ans. Donc je dirais que déjà, il y a une possibilité de levier. En fait, tu peux faire levier. C'était Archimède qui disait donnez-moi un levier assez grand et je soulèverai la terre. Donc et en fait, il y a plein de leviers. Ces leviers, c'est le média. Mais en fait, tu crées une fois quelque chose qui va être vu, que ça soit vu par une personne ou 1 million de personnes, ça te prendra le même temps. Il y a aussi la commoditisation de beaucoup on va dire de technologie, c'est-à-dire qu'un site, aujourd'hui, tu prends par exemple un site comme Card, CA2RD, tu peux créer un site en une demi-journée pour $19. Tu vois, il y a 20 ans, c'était pas la même chose. Donc en fait, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis il y a tellement d'outils, tu vois, des outils de comptabilité. En fait, du coup, les humains ont été remplacés par des SaaS, des services as a service, donc qui te permettent en fait de déléguer plein de petits trucs pour 10 € par mois. Et puis tu n'as plus besoin d'embaucher pour grossir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi... donc il y a 3 dimensions. La deuxième dimension, c'est que avant, on se disait ouais, mais si tu veux grossir, il faut que tu utilises les leviers. Et donc un des leviers quand tu grossis, c'est d'embaucher. Sauf qu'aujourd'hui, un solopreneur, il peut utiliser donc différents capitaux pour grossir. Mais en fait, les humains sont une forme de capital pour grossir, mais tu as d'autres formes de capitaux pour grossir. Oui, c'est plus devenu prioritaire, quoi, en fait. Et tu trouves... Et en fait, il y a plein de solopreneurs qui font beaucoup d'acquisitions, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui viennent vers eux pour du business, mais ils n'ont plus besoin de prendre tout ce qui arrive. Alors que le modèle traditionnel, c'était « Ah, il y a du new business, on recrute pour s'occuper de ce new business, ça fait de plus en plus d'argent. » Et en fait, sur la philosophie du scale, tu as plein de manières de... Le scale, c'est quoi ? En startup, c'est... je me rappelle jamais de la définition exacte, mais c'est en fait... En gros, le scale, c'est plus tu vas passer à l'échelle, plus ça va être rentable pour toi de grossir, en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'ultra rentabilité du fait de passer à l'échelle, en fait. Et voilà. Et en fait, en solopreneur, c'est un autre paradigme que les startups. C'est que le scale, c'est comment tu vas faire pour tes unités de temps, pour que 1 heure de ton temps maximise tes unités de revenus et de bien-être. C'est-à-dire, en fait, comment dans un monde fini, qui est le monde de ton temps, dans le sens où tu ne peux pas étendre ton temps à l'infini, chaque unité supplémentaire de temps que tu utilises va t'amener de plus en plus d'argent et de plus en plus de bien-être. Et la deuxième dimension est très importante parce que, tu vois, il y a beaucoup de solopreneurs, tu leur dis, si tu doubles ton revenu et tu baisses ton bien-être de 20%, la majorité te dit, je prends pas. Mais c'est peut-être ça, en fait, la différence, du coup, entre ces entrepreneurs, peut-être plus start-upers, plus urbains sédentaires, et les solopreneurs. C'est que
Enfin, moi je le dis par rapport à moi, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui sont du coup beaucoup plus dans le modèle, on va dire, classique, on va dire, du développement d'une boîte, qui en fait, eux, pour le coup, doubler ses revenus, même si ça met en cause le bien-être, ça va toujours être le choix fait. Complètement, notamment, en fait, c'est aussi un rapport à l'ambition. En fait, c'est la philosophie qui vient des États-Unis, qui est la philosophie de start-up. C'est high risk, high reward, quoi. Donc, risque haut, récompense haute. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une boîte? Tu veux la grossir à l'infini pour créer un actif. En fait, ta boîte, c'est en fait, tu crées une sorte de toit, quelque chose autour de vous qui est quelque chose qui est un actif qui vaut quelque chose, qui a une valorisation. Et du coup, en fait, tu vas vendre ce toit à un moment ou à un autre. Et le but, c'est que plus ta valorisation de ton toit, elle est haute, plus tu fais ce qu'on appelle un exit. Et cet exit va te faire en sorte de sortir, entre guillemets, de ta boîte avec, tu peux gagner 2 millions, 5 millions, 10 millions. Donc, il y a high reward. Le problème aussi de ce modèle, c'est que pour un mec ou 2 mecs qui sortent avec le toit, avec une haute valorisation, il y en a 8 qui sortent l'effet salaire. Donc, en fait, c'est un modèle très risqué. C'est un modèle très... Oui, et puis tu peux sortir en plus sans reward, enfin sans récompense, alors même que tu as beaucoup bossé et que tu avais fait des choses intéressantes et tout. Ouais, il n'y a pas forcément de proportionnalité entre ton temps de travail et tes revenus. Et en fait, le soloprenariat, disons que c'est autre chose. C'est se dire... déjà, c'est un rapport à l'ambition différent. C'est se dire, est-ce que, tu vois, mon but dans la vie, c'est de créer un Amazon. Et moi, je sais que créer un Amazon, c'est pas quelque chose qui m'apporterait plus de bonheur. Tu vois, quand tu scales ta boîte, tu scales aussi tes soucis. Mais complètement. Plus tu grossis et plus chaque décision a des conséquences importantes. Mais tu vois, le niveau de problème de personnes que peuvent avoir des CEO de scale-up de 500 personnes, c'est quand même la nuit, tu dois être bien équilibré pour dormir, quoi. Alors qu'un solopreneur, il gère plutôt son monde, il a des actifs, il n'a pas besoin d'une croissance à l'infini. Et en fait, c'est plus prédictif. Si tu veux gagner 100 000 euros en salaire annuel, bizarrement, c'est probablement plus prédictif de le faire en solopreneur et de moins embaucher, d'aller moins vite, que si tu veux créer un énorme actif. Non, mais je suis pas loin d'être d'accord. Et puis, je rajouterais aussi que c'est presque un peu, on pourrait dire ça comme ça, un peu, on va dire, la différence qu'on pourrait voir entre un avocat ultra spécialisé, ultra compétent qui vend son temps et potentiellement d'autres services pour quelques clients, et la même personne mais qui aurait décidé de monter une legal tech pour digitaliser tel service de droit et puis embaucher, recruter, grossir. C'est 2 modèles différents, mais du coup en fait c'est presque la question que j'ai envie de te poser. Je pense que je connais déjà la réponse, mais c'est du coup en fait tu préfères le bonheur à la grandeur en fait. C'est peut-être aussi ça la différence de valeur qu'on pourrait retrouver entre un start-upper et toi. Alors alors le bonheur, moi j'ai jamais trop compris ce que c'était. Jamais réussi à toucher du doigt. Bien-être, si tu préfères. Alors non, mais je dirais que c'est plutôt. Je pense qu'une des mesures dans ma vie, c'est à quel point je m'évite des soucis. Ok. Et le but, donc c'est pas forcément de grossir, mais le but c'est de grossir tant que je suis assez calme. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça. Et je sais qu'en fait, avoir des équipes, ça me saoulerait. Tiens. Donc, est-ce qu'il y a une logique peut-être d'introversion aussi là-dedans? Probablement, oui. Probablement, il y a peut-être une logique d'introversion. Il y a une logique peut-être d'allergie au drama, tu vois, aussi. Et je sais que quand je suis dans des open space et tout, je suis pas à ma place, en fait. Donc, ce qui veut pas dire que tu dois pour créer une boîte, tu dois être toujours avec tout le monde, mais je suis plus à l'aise à gérer mes trucs calmement, un peu piano au ralenti, et de faire les trucs brique par brique, plutôt que viser l'hypercroissance. Je pense qu'il y a aussi peut-être un moment, alors là je vais peut-être être un peu judgmental, mais il y a aussi un rapport à l'ego, c'est-à-dire que tu vois, on est tous sur cette planète et on a tous envie de faire des... Ouais, d'exister même. D'exister, de faire des grandes choses. Et en entrepreneuriat, on en revient presque à la philosophie, c'est la praxis, c'est-à-dire qu'est-ce que ton humanité, qu'est-ce que ta vie projette et crée sur le monde, tu vois, c'est la praxis. On a besoin de comprendre qu'on a un impact sur le monde parce que après, on n'est que poussière et puis nos parents se rappelleront de nous, nos grands-parents
nos enfants se rappelleront nous, nos petits-enfants, et puis après on n'est que poussière, et puis il reste que notre nom. Et les gens veulent mettre leur nom en fait sur ce monde au niveau praxis. Et évidemment, si tu crées un Amazon, bah tu crées quelque chose qui a beaucoup plus de praxis. Et je pense qu'il y a aussi un rapport à l'ego, c'est se dire, et ben si je crée pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas grave. Et se dire, tant pis, je serai que poussière. Je comprends. Ouais. C'est vrai qu'en ayant créé un média, je m'identifie moins à ça forcément. Mais oui, je comprends. Ça fait pas mal sens. Il y a 2 questions qu'on pose à tout le monde avant de conclure nos interviews sur le crayon, et ça pour le coup, tout format confondu. Quelle personne tu aimerais voir sur ce format, sur le crayon? Quelle personne t'as peut-être pas assez entendu dans les médias et dont tu penses que la voix est importante? Il y a un mec que j'aime bien. Alors, il connaît pas mon existence. Il s'appelle Jedi Mes. Et je sais que tu as reçu Oussama Hamar dans le média. Et en fait, j'en parle parce que moi, j'étais biberonné à Oussama Hamar. Tu vois, je sais que tu l'as reçu. Ouais, je m'entends très bien. Moi aussi, j'étais biberonné un peu à Oussama. Ouais. Bah, le truc, c'est que du coup, moi, je le remercie. Je remercie profondément Oussama Hamar parce que c'est quelqu'un qui m'a montré la voie, ou qui m'a montré une voie sur la startup. Mais à l'époque, il avait un discours qui était un discours de scale startup. À l'époque, il n'y avait pas ce mouvement solopreneur, créateur économie, etc. Et il a dit dans un podcast en fait, on lui a posé des questions sur le freelancing et le scale en freelancing. Et il a dit, écoute, Joe Samar m'a dit, il y a un mec qui était à The Family qui s'appelle Jedi MS, qui m'a ouvert les yeux sur, il y avait d'autres modèles, il y avait d'autres pistes à explorer sur le soloprenariat, etc. Et je crois qu'il est un peu en train d'aller là-dedans. Et Jedi MS, il est peut-être un petit peu moins médiatique que beaucoup de gens, mais c'est un mec qui fait beaucoup de choses. Je l'ai rencontré, Jedi, sur un projet NFT. Ok, voilà, ouais. C'est vrai qu'il faudrait que je te reçoive, Jedi. Je sais pas si tu nous regardes. Et donc c'est marrant que je parle de lui parce qu'il a aucune idée de mon existence. Il sait probablement pas que j'écoute son podcast et tout, mais je pense que c'est un mec qui a probablement beaucoup de choses à apporter. C'est un mec très 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 smart. Ouais. Et c'est vrai qu'il a beaucoup suivi The Family à une époque. Et moi, j'avais beaucoup aimé bosser avec lui sur Piano King NFT. Et la dernière question, mais très bonne recommandation, c'est vrai que j'aurais peut-être pas pensé. Et dernière question, est-ce qu'il y a une phrase, une citation, une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre qui, toi, t'inspire ou te fait réfléchir au quotidien, que tu aimerais partager? Il y en a plein. Il y en a tellement. Je pense que une des phrases... je vais en dire qu'une. Hein. C'est mieux, mais tu peux en dire plusieurs aussi si tu veux. Alors, elle est un peu... elle est un peu bullshit, mais je pense que c'est celle qui m'a fait... le plus réfléchir, ou ça peut être le plus gros paradigme, c'est dans le livre c'est le livre sur Naval Ravikant où il dit take risks under your own name and society will reward you with equity and leverage. Donc en français, c'est prends des risques sous ton nom propre et la société te récompensera avec du business et du levier. Et je pense que au quotidien, c'est ce dont je me rends compte le plus, c'est que faire des choses sous son nom propre et mettre son nom propre dans la balance, quels que soient les risques, c'est là où tu vas avoir le plus grand nombre de risques inhérents que la majorité des gens prendront pas, parce que les gens ils sont risques averses, et c'est ce qui t'apporte le plus d'opportunités, et tous les gens qui le font autour de moi voient les récompenses, et le truc est vraiment mathématique. Et tant que tu le vois pas... Ils émergent tout de suite, quoi, en fait. Non, mais... À un moment ou un autre, ouais. Oui, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le fait de prendre des risques dans leur nom font qu'ils ont déjà tout de suite une longueur d'avance sur les gens comme eux, mais qui ne prendraient pas ça. Complètement. Plus t'es polarisant, plus t'acceptes d'être toi-même, avec les qualités et les défauts, plus t'acceptes de décliner ta personnalité au travers de tes contenus et au travers de ton business, et plus t'incarnes qui t'es, et plus les gens... à la fois sont repoussés et attirés, parce qu'en fait, ils ont l'entièreté de la personne, et c'est comme ça, en fait, que tu attires des gens dans le même état d'esprit que toi. Et les gens dans le même état d'esprit que toi, ça peut être des partenaires, ça peut être des clients, ça peut être de l'audience, ça peut être plein d'opportunités business. Mais si tu mets pas ton nom dans la balance, si tu t'es pas là, en fait, à faire des trucs et à se mettre sous le nez des gens, en fait... ces gens, ils peuvent pas te croiser. Et ça permet de sortir un peu de son destin, tu vois, un peu à la Bourdieu, de socialisation primaire, socialisation secondaire, tertiaire. C'est tellement triste, en fait, tu vois, dans ta vie, tu vois tes parents,
Ensuite, tu as tes voisins, tu as tes amis que tu rencontres à l'école, et éventuellement les gens que tu rencontres au travail. Mais c'est extrêmement... Il y a peu de place à l'aléatoire, il y a peu de place de se sortir en fait de tout ça. Et quand tu prends des risques sous ton nom propre, tu attires des gens vers toi que tu n'aurais probablement jamais pu croiser dans ces cercles de socialisation. Et on sort un peu de certaines normes sociétales par le contenu. Et c'est une révolution aussi. Je suis d'accord. Il y a tout un sujet. J'avais lu un article sur justement la révolution parasociale qui parlait pas de comment les gens avaient comme rapport aux créateurs en tant que, on va dire, créateurs et audience, mais comment les créateurs avaient des rapports entre eux sans se connaître en fait. Oui. Et que moi, je le vois aussi à notre propre niveau. Il y a des gens que j'ai rencontrés 1 fois, 2 fois, 3 fois dans ma vie, mais pourtant, ils savent exactement ce que je fais, je sais exactement ce qu'ils font. Et en fait, si on s'appelle, on a l'impression qu'on se connaît depuis 2 ans, depuis 3 ans, quoi, en fait. Ouais. Bah, c'est très agréable, en fait, comme truc. Complètement. Et la relation parasociale, donc elle est entre créateurs, mais elle est aussi entre l'audience et le créateur. Et en fait, c'est fou. Parfois, tu as des gens, ils viennent te voir et ils te disent c'est super bizarre, j'ai l'impression de te connaître, mais moi, tu me connais pas. Tu vois. Et ça, c'est les clients. Tu vois, parfois, tu as des mecs, des CEO, ils arrivent, tu vois, ils disent ça fait, ouais, j'ai lu tes 50 derniers posts, j'écoute ton podcast, je lis ta newsletter, ça fait trop bizarre de te parler. Et il dit, mais par contre, c'est bizarre de dire ça parce que moi, tu sais pas qui je suis. Et les mecs sont tapis dans l'ombre et ils regardent tout ce que tu fais. Et c'est là où tu vois les bénéfices. Et c'est la relation parasociale. La relation parasociale, elle va dans les deux sens. Ouais. C'est-à-dire que les gens peuvent t'adorer alors qu'ils t'ont jamais rencontré, peuvent aussi te détester. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils peuvent avoir une relation fluctuante avec toi. C'est-à-dire qu'ils peuvent à un moment t'apprécier, à un moment moins t'apprécier. Et en fait, le média, c'est comme Netflix. En fait, les gens, ils suivent une histoire. Ouais. Et du coup, ils ont des sortes de sentiments conflictuels avec toi, comme s'ils observaient... Mais le sentiment conflictuel, est généralement, ça veut dire que tu as gagné en tout cas leur intérêt et leur appréciation. Moi, ça a toujours été ma conviction. Bah, t'es là, ouais. T'es là. Take risk under your own name. Merci beaucoup, Thibaut. Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir de t'interviewer. Et j'invite tous ceux qui ne te connaissaient pas à aller te suivre, notamment sur LinkedIn et le podcast aussi, Les Rois du Scale. Les Rois du Scale. Qui est vraiment un bon podcast. Moi, j'ai appris beaucoup de trucs pour le coup. Et je pense que en plus tu vas continuer, mais le futur le dira, mais à te développer sur d'autres trucs et je pense que ça va être très intéressant de suivre ce qui se passe. Bah ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le Crayon Business. Abonnez-vous, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres invités passionnants. Ciao.